Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, bon début de semaine à vous. Aujourd'hui, c'est lundi. Voilà, comme à l'accoutumée, comme ça va être le cas jusqu'à la fin de la saison sportive, on va essayer de débriefer un peu l'actualité des cinq grands championnats européens, la Ligue 1, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et bien entendu la Première Ligue. Alors, on lance tout de suite avec la Ligue 1. On a eu la deuxième journée qui s'est déroulée. Et on a eu 9 matchs au compteur, 23 buts, pour une moyenne de 2,55 buts par match. C'est pas mal. Alors, l'équipe qui était la plus entendue pour le compte de cette deuxième journée, c'est bien évidemment l'Olympique de Marseille. Olympique de Marseille qui nous a laissé avec voilà, beaucoup d'histoire, beaucoup de buzz à la suite de sa défaite lors de la première journée contre Rennes sous le score de 1 but à 0. Alors voilà, je pense que j'ai fait d'autres vidéos pour parler de ça aussi. Il y a eu la mise à l'écart d'abord de Rabiot et Jonathan Rowe qui se sont battus dans les vestiaires. Ensuite, on a appris que le club voulait se débarrasser carrément d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, même s'il faut préciser que Jonathan Rowe, lui, il était déjà en instance de départ. Après, il y a eu les sorties médiatiques de Deserbi, Benassia, et comme il fallait s'y attendre aussi, la maman d'Adrien Rabiot, à savoir Véronique Rabiot, qui est aussi l'agent de son joueur. On a tout entendu, ça allait dans tous les sens. Il y a même, et moi, le truc qui m'a un peu amusé, c'est lorsque sa maman parle de Mason Greenwood en disant oui, on l'a fait signer à Marseille alors qu'il a tapé sur sa femme. Voilà, c'est à ça que Marseille nous a habitués. Donc, Marseille qui affrontait le Paris FC, voilà, pas le Paris Saint-Germain, le Paris FC, l'autre club de la ville de Paris, le nouveau promu. Et bon, on va aller droit au but, hein. Voilà, pour le slogan de Marseille. Marseille s'est imposé 5 buts à 2. Mais Marseille qui s'est quand même fait peur parce qu'à 2-0, ils se sont fait rejoindre à 2-2 jusqu'à la 58e minute avec le but de Moses Simon. Après, voilà, Marseille a déroulé, c'est surtout grâce à un homme, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a mis un doublé et qui a causé un penalty transformé par Mason Greenwood. Après, voilà, cette victoire-là peut redonner un peu voilà, du beau mot aux supporters marseillais et peut permettre justement à la machine marseillaise de se mettre en place. Bien entendu, quand il s'agit de Marseille, il y a toujours un fait divers. Il y a la sortie la conférence de presse après-match de Roberto De Zerbi qui a laissé sous-entendre qu'il serait prêt à donner une deuxième chance à Adrien Rabiot. Et ça a étonné tout le monde, même au sein de la direction. Parce que si Rabiot revient, qu'est-ce qu'on fait des sorties médiatiques de sa mère, de Benassia, de Longoria? Personnellement, je ne pense pas que ça va se faire. C'est possible qu'il reste à Marseille, mais qu'il ne joue pas. Ça peut en étonner plus d'un, mais il faut rappeler que Chancel Bemba, le défenseur de cette équipe, voilà, lui, le défenseur centrafricain de cette équipe, jusqu'à présent, voilà, il a passé pratiquement toute la saison dernière au loft. Il n'a pas joué. Voilà, c'était un peu ahurissant, surtout quand on sait que c'est un bon défenseur, c'est un grand défenseur. Mais bon, ça, c'est le train-train quotidien de l'Olympique de Marseille. On passe au Paris Saint-Germain qui a affronté Angers. Premier match au Parc des Princes depuis près de 3 mois déjà. C'était l'occasion aussi pour les joueurs et le staff parisien, voilà, la communion avec les supporters du club francilien. Il y avait la présentation du trophée aussi, voilà, de tous les trophées glanés au courant de la saison dernière, à savoir le trophée des champions, la Coupe de France, le champion de France, Champions League, voilà, la Coupe aux grandes oreilles et la Super Coupe d'Europe récemment gagnée face à Tottenham avec le scénario qu'on connaît. Paris qui s'impose sur la plus petite des marges, 1-0, but de Fabian Ruiz à la 50e minute. On sent encore que cette équipe est en rodage. Honnêtement, voilà, on ne va plus revenir sur ce qu'on sait déjà. Les garçons n'ont pas eu de préparation. Ils sont arrivés directement, allez, rentrer dans la compétition. Ce n'est pas évident. Au moins, il n'y a pas eu de blessure, même si on sait que avant ce match, Barashkel n'a pas joué parce qu'il a ressenti une gêne au niveau de la jambe droite, si je ne me trompe pas. Après, voilà, l'autre fait de jeu, c'est Ousmane Dembélé qui a loupé son penalty. Zabarni qui n'a pas joué aussi, mais bon, ça peut se comprendre, c'est la première part. Paris voulait mettre sa Dream Team sur le terrain. Donc voilà, 1-0 pour le PSG qui a quand même réussi à gagner. Dans le contenu du match, voilà, Angers n'a pas opposé une très grande résistance, mais on a senti un Paris Saint-Germain qui tactiquement sait ce qu'il a fait, même si sur le plan de l'intensité, sur le plan de la dominance physique, de la domination sur le point physique, on sent que le PSG, voilà, c'est encore un peu poussif.
Après, il y avait le big match de la journée, Lille contre Monaco. Match âpre, match discuté. Tactiquement, chacun essayait de contrer l'autre. Mais la délivrance est arrivée de Olivier Giroud à la 91e minute. Et puis le champion du monde qui a délivré tout un stade, qui a délivré les dogs. Et il faut dire que ce but-là, c'est la seule frappe cadrée de la rencontre pour Lille. C'est du premier tir cadré, c'est à la 91e minute, après pratiquement 15-17 tentatives. Et ça fait mouche, donc voilà, bravo à lui. Il confirme il confirme son statut de champion du monde au sein de cette équipe de Lille. Après, on peut parler de la rencontre qui opposait Toulouse face à Brest. Toulouse qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée. 2-0 victoire, 2-0 doublé de Franck Magri, l'international camerounais. Voilà, on espère que du moins c'est de bon augure pour la sélection nationale s'il arrive à retrouver la confiance. On sait que l'année dernière, c'était pas trop ça avec lui. C'est sur la fin de saison qu'il a recommencé véritablement à trouver le chemin des filets. Le gros carton de cette première journée en Ligue 1, évidemment, c'est le succès de Lorient face à Rennes sur le score de 4-0. Il faut dire que dans cette rencontre, ça s'est un peu compliqué pour Rennes à partir de la 12e minute parce qu'à ce moment, ils avaient déjà reçu 2 cartons rouges. Un de Camara à la 6e minute et un du Camerounais Christopher Wu à la 11e minute. Vous imaginez bien 9 contre 11 pour jouer pratiquement, on va dire quoi, 80 minutes. C'était pas facile pour les Rennais qui se sont inclinés 4-0. Autre fait marquant pour nous, les Camerounais, voilà, c'est Arthur Avom qui a été désigné homme du match. Voilà ce qu'on peut dire grosso modo sur cette première journée de Ligue 1. Au classement, tu as 4 équipes à 6 points, Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg. Strasbourg qui a fait le taf aussi au cours de cette journée. Tu as 3 équipes qui pointent encore à 0 points, Le Havre et les promus Paris et Metz. C'est un peu difficile, ça va venir. On espère pour eux que voilà, d'ici à là, ils vont pouvoir glaner quelques points. Donc voilà, grosso modo, de manière brossée comme ça, ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1 à l'époque. Et là, on attaque la Liga espagnole qui n'a pas encore rendu complètement le terme de sa deuxième journée parce qu'il y a encore, je crois, 2 matchs qui doivent se jouer. Mais en attendant, on a 8 matchs pour 23 buts, une moyenne de 2,87 buts par match. Bien évidemment, on commence par le champion, le Barça, qui s'est imposé 3-2 contre Levante. Le Barça qui a recommencé avec le même scénario que l'année dernière, à savoir se faire peur, être mené et faire une remontada derrière parce qu'il faut dire, et oui, Levante a mené le Barça par 2-0 jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ensuite, les Blaugrana ont recommencé à retrouver leur touche, leur gamme. Ils ont égalisé à 2 partout. Et ensuite, le troisième but, en fait, c'est un CSC d'El Jezabal sur un centre de Lamine Yamal. Voilà, il trompe son propre gardien, 3-2, but libérateur. Victoire pour le Barça. Mais il faut dire que le Barça traîne avec lui encore, ça c'est le constat que j'ai fait, les mêmes tares défensives de l'année dernière, c'est-à-dire cette défense qui est un peu haute, le pressing qui n'est pas toujours conséquent. Peut-être qu'on peut mettre ça sur le compte du début de saison, mais quand tu regardes la saison dernière du Barça, tu te rends compte que c'est pratiquement la même chose. Après, quand ça gagne, voilà, il n'y a rien à dire, ils ont gagné, ils ont pris les 3 points, ils ont fait une remontada. Mais je ne pense pas que face à de grosses écuries, ça pourra toujours être le cas. Le Barça peut quand même compter sur sa puissance offensive. Tu as Rashford, tu as Rafinha, tu as Yamal, tu as Torres et tu as Lewandowski. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait encaisser moins de buts. Parce que si à chaque fois tu te permets de prendre 2 buts parce que tu espères en marquer 3, ben, il y aura un jour où tu vas en prendre 2 et tu ne m'en marqueras qu'un. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Le Real de Madrid aussi qui nous a gratifié d'une très belle victoire, 3-0 contre le Real Oviedo, avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vini Junior. Il faut rappeler cependant que Vini n'a pas débuté la rencontre et chose, je ne veux pas dire bizarre, mais étonnante, c'est plutôt Rodrigo qui est très souvent annoncé en instance de départ, qui a débuté à sa place. Mastampono était du côté droit. Peut-être que les difficultés à trouver un accord pour prolonger le contrat de Vini Junior sont à l'origine de sa mise à du fait qu'il n'ait pas débuté la rencontre. Voilà, vous savez, voilà, je dis ça, je dis rien. Il y a une très bonne ligne d'attaque derrière Kylian Mbappé, à savoir Rodrigo, Arda Güler et Massantuno, qui, au-delà de leur capacité offensive, ont beaucoup apporté sur le plan défensif. Et je pense que c'est ce que Xavi Alonso attend de son équipe.
Tchouaméni au milieu de terrain a fait le taf. Il a été là, taille patron. Vraiment, on a eu du grand Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Je pense qu'il sera un des hommes clés du système de Xavi Alonso. Rodrigo, honnêtement, il a marqué des points parce que offensivement, comme j'ai dit, offensivement et défensivement, il a fait le travail. Il a été très intéressant et je me dis que cette prestation-là et celle à venir, s'il assure aussi sur le match qui arrive, peuvent amener Xavi Alonso à reconsidérer son cas et à le garder avec la Maison Blanche et lui accorder un peu plus de temps de jeu, peut-être au détriment d'un autre joueur. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être Gonzalo, ça peut être au détriment de Gonzalo, ça peut être au détriment de n'importe qui, mais la vérité, c'est que sur cette rencontre-ci, on a retrouvé le vrai Rodrigo, on sent qu'il enjambe. De l'autre côté, Massantono a fait l'étalage de sa technique. Franchement, c'était beau à voir, même s'il y a encore des couacs, même s'il a été sujet à beaucoup de duels physiques intenses. Voilà, il vient de l'Amérique du Sud, il faut qu'il s'habitue encore au jeu en Europe. On se dit que ça va venir, mais en attendant, le Real assure avec une deuxième victoire d'affilée. Kylian Mbappé est plus que jamais en jambes. Ça, on le constate déjà, 3 buts et 2 fois homme du match en 2 journées. C'est de bon augure pour la suite pour les Madristas. L'Atlético de Madrid, quant à elle, voilà, elle cale encore après le nul face à l'Espagnol de Barcelone la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est encore un nul à domicile contre Elche. On peut comprendre que cette équipe est en transition parce qu'elle a laissé partir beaucoup de joueurs. Elle a fait venir beaucoup de joueurs et de jeunes joueurs aussi. Donc, le temps que la mayonnaise prenne, mais il y a déjà un écart qui se creuse, déjà 4 points entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. C'est vrai que ce n'est que la deuxième journée, mais on peut déjà tirer la sonnette d'alarme. L'Atlético a pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Sorloth et elle se fait rejoindre après. Et c'était pratiquement le même scénario lors de la première rencontre contre l'Espagnol de Barcelone où elle a mené au score avant de se faire rattraper et de flancher ensuite. Voilà, pour le moment défensivement, c'est pas encore trop ça pour les hommes d'El Cholo. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je dis, c'est une équipe qui est en transition. Elle aura le temps de voir venir. Diego Simeone va sûrement trouver la formule qu'il faut. Le gros carton de la journée en Liga, c'est évidemment la victoire de Villarreal, 5 buts à 0 contre Girona. Les sous-marins jaunes qui ont littéralement explosé l'équipe de Girona. Ensuite, il y a Osasuna qui bat Valence 1 à 0. Valence qui a terminé à 10, il faut le rappeler. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire dans cette journée. Il n'y a pas eu de véritable surprise. Au classement, on a 3 équipes à 6 points, Villarreal, Barcelone, le Real Madrid. Villarreal où évolue justement un Camerounais, Carité Yon, qui a fait une passe décisive hier. Ça, il faut le rappeler, il a fait une très belle passe décisive hier lors de la victoire de Villarreal, 5 buts à 0. Séville, Levante et Oviedo de Girona sont encore à 0 points. C'est compliqué, honnêtement, c'est compliqué, surtout pour le promu Oviedo. Alors, on passe à la Serie A italienne qui faisait sa rentrée des classes hier. Après, eux, ils ont généralement un peu plus de temps de repos, ils reprennent pour le même moment que les autres. Et puis, voilà, ça leur donne aussi l'occasion de bien se préparer. Donc, les Italiens qui ont débuté hier, voilà, on commence par le champion d'Italie en titre, Naples, qui s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse de Sassuolo avec un but, le premier but de McTominay, meilleur joueur de la Serie A de l'année dernière, et le deuxième but de Kevin De Bruyne. Voilà le petit prince qui commence très bien avec sa nouvelle formation de Naples. Zambo Anguissa taille pas trop au milieu de terrain, voilà, rien à dire, ils ont assuré l'essentiel. L'Atalanta qui est en plein bras de fer encore avec Lookman qui n'a pas pu s'imposer face au promu Pise, 1 but partout. La grosse surprise de la rencontre, effectivement, c'est la défaite du Milan AC. 2 buts à 1 sur sa pelouse contre Cremonese, comme l'équipe entraînée par Cesc Fabregas, autant pour moi, s'impose 2 buts à 0 contre la Lazio. La Juventus qui attend encore de pouvoir véritablement finaliser le cas Koulibaly s'est imposé face à Parme 2 buts à 0. But de Jonathan David, qui est arrivé de Lille, qui commence véritablement à trouver ses marques au sein de l'attaque turinoise. Et but de Vlahovic qui est aussi en instance de départ, mais voilà, le club veut se débarrasser de lui. Mais lui, jusqu'à présent, il dit qu'il bouge pas. Donc, il est encore là. Il pense qu'il peut jouer un rôle majeur au sein de cette équipe.
Voilà, il y a 2 matchs qui vont encore se jouer, Inter Torino et Udine contre Hellas Vérone ce soir. En tout et pour tout, en Série A italienne, on a 8 matchs pour 14 buts, c'est-à-dire une moyenne de 1,75 buts par match. Voilà, c'est pas donné nécessaire. Et on passe comme ça à la Bundesliga qui, elle aussi, a fait sa rentrée des classes. La Bundesliga qui nous a livré 9 très beaux matchs. Et comme vous vous en doutez, le championnat le met plutôt prolifique en termes de buts. Voilà, c'est 9 matchs, 32 buts, une moyenne de 3,55 buts par match. C'est la grosse moyenne de cette deuxième journée, même si là, c'est la première journée. Mais si on prend même avec la première journée des 3 autres championnats, c'est-à-dire championnat de France, Liga et Premier League, aucun de ces championnats n'a encore atteint cette moyenne-ci de 3,55 buts par match. Alors, bien évidemment, on va commencer par le Bayern. Le Bayern qui a réalisé le gros carton de cette journée. De cette journée, tout championnat confondu, même victoire 6-0 contre Leipzig avec un triplé de Harry Kane. Il faut dire que voilà, le génial attaquant anglais qui commence déjà à empiler les titres collectifs. Voilà, très en forme en ce début de saison. Triplé d'Harry Kane, doublé de Michael Olise, le français. Et l'événement, c'est le premier but de Luis Diaz en Bundesliga. Lui qui vient d'arriver dans cette équipe, mais qui a vite trouvé ses marques. On l'a vu à travers même les matchs de préparation. Il s'est très vite adapté au système de coach Vincent Kompany. Je pense que c'est l'élément qui manquait, la pièce manquante à cet effectif-là. Quand tu sais que tu as Olise d'un côté, Harry Kane en pointe et maintenant Luis Diaz sur ton côté gauche, offensivement, défensivement, tu peux être sûr qu'ils vont faire le taf. Il y a la défaite de Leverkusen qui s'incline face à Hoffenheim à domicile. 2-1. Il faut dire que c'était le premier match de Erik ten Hag, l'ancien entraîneur de Manchester United, sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Et puis, que dire du match spectaculaire qu'on a eu entre le Borussia Dortmund et St. Pauli. 3 buts partout, voilà. Seul bémol, si on peut appeler ça comme ça, c'est le premier match sans but. Il y a eu un seul match sans but, autant pour moi. La rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et Hambourg, 0 partout. Mais bon, pour le reste, voilà, on n'a pas été déçus. On a plutôt été très, très, très bien servi en termes de buts. Alors, on va terminer cette revue des 100 plus grands championnats par la Première Ligue, qui nous a déjà livré 9 matchs pour 23 buts, c'est-à-dire une moyenne de 2,55 buts par match. Le fait marquant, le gros fait marquant de cette journée, c'est la défaite de Manchester City à l'Etihad contre Tottenham sous le score de 2-0. Après cette vidéo, il y aura une autre vidéo consacrée uniquement à cette rencontre-là entre Manchester City et Tottenham. Voilà, toutes les Spurs qui restent sur leur première victoire qu'ils ont eu lors de la première journée face à Burnley 3-0. Ils ont remis ça et avec la manière, parce que d'aucuns pourrait croire que voilà, c'était un coup de chance. Non. Tottenham a bel et bien battu Manchester City à la régulière avec des buts de Johnson et Palhinha. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'errements défensifs de la part des Citizens et aussi de leur gardien, le petit jeune qui est arrivé. On a vu Ederson sur le banc qui se rongeait un peu les os, mais bon, voilà, c'est aussi ça peut arriver sur un match. Il y a la victoire de Chelsea contre les Hammers. Chelsea qui a véritablement martelé les Hammers de West Ham. Victoire 5-1. Les Hammers qui ont plutôt ouvert le score sur un très magnifique but de leur un milieu de terrain brésilien, le nom ne me revient même pas. Mais derrière, voilà, les Blues n'ont pas abdiqué. Ils ont enchaîné 5 buts avec 5 buteurs différents. Joao Pedro, qui est sur la bonne lancée de ce qu'il avait déjà montré lors de la Coupe du Monde des clubs. Neto, Fernandes, Caicedo, Chalobah. Et mention spéciale pour le jeune brésilien Estevao, qui est devenu le plus jeune passeur décisif de l'histoire de Chelsea, lui qui a fait un top match. Il faut dire qu'à cette rencontre, Cole Palmer blessé n'était pas là. Arsenal et Gyökeres, voilà, qui ont littéralement dynamité le Premier League 5-0 avec un doublé du génial suédois, dont un but sur penalty. Palace et Nottingham Forest qui se neutralisent un but partout. United qui cale encore contre Fulham, un but partout, après avoir mené 1-0, après avoir loupé un penalty loupé par Bruno Fernandes qui est aussi fautif sur l'égalisation parce qu'il a relâché son pressing défensif. Là aussi, on va faire une vidéo particulière sur cette rencontre entre Manchester et Fulham. Il faut dire que l'autre s'est rencontré, Brahim a fait sa première passe décisive. Bon, si on peut appeler ça passe décisive, parce que le but, initialement, on voit Euro jubilé, mais après, elle a été accordée à Muniz, donc c'est un but contre son camp de la part du joueur de Fulham.
Il reste une rencontre encore ce soir, c'est celle qui va opposer Newcastle face à Liverpool. Gros choc parce que voilà, on sent que ça sera le premier vrai gros test pour les restes de Liverpool et leur flopée de nouveaux joueurs, Kerkez, Vez, Ekitike et tous les autres. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la Première Ligue et voilà ce qu'on pouvait dire sur tous les 5 grands championnats européens qui se sont déroulés ce week-end. Il y a encore quelques matchs dans certains championnats qui doivent se jouer, mais grosso modo, voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette vidéo et comme je vous ai promis, à chaque fois qu'il y aura une journée de championnat, on va débriefer ça de manière générale avant d'attaquer des points spécifiques. Allez, ciao et bonne fin de journée et bon début de semaine encore et bonne fin de journée.